Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour le comeback de Hunter x Hunter. Pour de bon, cette fois-ci on espère, pour de bon. Déjà je me présente, je suis Guy à côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, ici on parle d'anime, de manga et tout ce qui a rapport avec. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 401 de Hunter x Hunter, le grand retour de Togashi après 2 ans de hiatus. 2 ans quand même, c'est beaucoup. En parenthèse, shout out à mon gars T. Grâce à toi, j'ai pu me mettre à jour dans Hunter x Hunter et maintenant je suis totalement à jour. Et maintenant, j'ai pu lire le chapitre 401 en ayant tout un contexte. Pour la petite histoire, il m'a proposé une vidéo d'un youtubeur français, quand même connu, je pense, MMA Shonen MMA, qui résume parfaitement. En fait, ça te raconte comme une histoire les événements de Hunter x Hunter depuis le début de l'anime jusqu'au dernier chapitre, jusqu'au chapitre 400. Et c'est tellement très bien fait, ça s'écoute super bien. C'est 2 heures de temps, j'avoue que c'est 2 heures de temps qui sont vraiment très très utiles. Parce que croyez-moi, vous ne voulez pas lire les tomes de Hunter x Hunter. Croyez-moi, parce que vraiment on va le voir de ce chapitre-là, c'est très compliqué de lire un seul chapitre de Hunter x Hunter. Pourquoi? Parce que wesh, le gars Togashi, il est bon certes, mais il bourre ses pages de tests. Il bourre ses pages de tests, mais c'est incroyable. Ça donne les maux de tête. Moi, pour pouvoir comprendre clairement le chapitre, je pense que j'ai dû le relire au moins 5, 6, voire 7 fois avant de pouvoir comprendre le chapitre. C'est chaud. Ça pèse vraiment sur la charge cognitive. Mais bon, ceci étant dit maintenant, passons au chapitre. Donc, on a Kurapika. Kurapika, nous sommes dans l'arc de succession. Et Kurapika qui est des personnages quand même importants dans l'arc de succession. Ça, on va le dire. Et d'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, j'aime bien ce truc que Togashi a. Ce talent que Togashi a en fait de nous faire vivre une histoire là où il n'y a pas le personnage principal. Gon, littéralement, après les événements de l'anime, on le voit à peine 1-2 fois, puis c'est fini. L'histoire se déroule sans qu'on entende parler de Gon. Genre c'est fou, l'histoire est intéressante, elle est construite, elle est bien, sans pour autant que le personnage principal n'intervienne. On n'entend même pas parler du personnage principal. Le personnage principal n'est même pas inclus dans cette histoire, et pourtant elle réussit à être intéressante parce qu'elle est structurée et elle a un schéma narratif ultra intéressant. Et ça c'est vraiment bon. Franchement, l'arc de succession, s'il finit comme il a commencé, je pense que c'est un arc, ce sera un des meilleurs arcs de l'anime et un des meilleurs arcs des temps modernes. Franchement, parce que cet arc-là, il est trop bien. D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Donc là, il y a Longhi qui arrive et qui dit en même temps pour non, j'ai pas besoin de l'examen de divination car moi, je maîtrise le nain. Oh, plot twist. Comme ça, tu maîtrises le nain et tout. Donc là, c'est quand même déjà très surprenant. Et donc là, elle arrive directement en fait avec une explication de son pouvoir. Donc déjà, on va parler du pouvoir de Longhi. Le pouvoir de Longhi qui est quand même sympa. Hein. En fait, ça te permet en fait de passer un contrat avec elle. Tu respectes le contrat. Tu peux utiliser son habilité. Si tu ne le respectes pas, par contre, là, en fait, tu te vois retirer en fait la capacité d'utiliser ton aide pendant un certain temps. Moi, c'est pendant 1 semaine de ce qu'on a compris. Et le truc de ça, c'est que pour que le contrat fonctionne, elle doit absolument être 100% honnête. C'est malade quoi, genre, je revois encore le nain, ça fait plaisir de redécouvrir encore le nain de laquelle j'essaie de pouvoir vraiment incroyable, avec des conditions par-ci par-là et tout, parce qu'elle est du type manipulation Longhi, et donc on revoit encore avec le pouvoir de Longhi, c'est un pouvoir tellement complexe, mais en même temps qu'il y a beaucoup de facettes qui est super intéressant. Franchement, j'ai toujours adoré en fait le concept du nain parce que tu as tellement de possibilités avec ça, on le voit encore avec ça quoi, tu vois. Et là, elle dit à Kurapika que même le prince qu'elle est supposée protéger n'est pas au courant qu'elle sache utiliser le nain. Intéressant. Pourquoi le prince qu'elle se protège n'est pas au courant? Bref, on arrive donc au fait que Longhi veut utiliser le contrat en fait pour créer une trêve entre le prince que Kurapika protège et le prince qu'elle protège, qu'il s'appelle le prince, laisse-moi vérifier, Tsubepa. Voilà, le prince Tsubepa. Donc, elle veut créer une trêve entre ces 2 princes-là qui stipule que clairement, en fait, pendant un moment, il n'y aura aucun des partis qui ne va attaquer l'autre, clairement. Mais le problème, c'est que le véritable but de notre cher ami, comment il s'appelle déjà, Longhi, va bien plus loin que ça. En effet, on apprend dans ce chapitre que c'est la fille de Beyond Netero, le fils de Netero. Et là déjà, gros plot twist. Gros plot twist. Et en plus, avec ça, en même temps, Togashi nous rappelle vite fait l'importance de Beyond Netero. On voyait en fait Beyond Netero comme étant en fait un antagoniste qui allait sûrement frapper en fait au niveau du Dark Continent et tout quoi, tu vois. On le sentait pas déjà, mais on savait que s'il devait faire mal, c'était quand il va arriver dans le Dark Continent. Mais en fait, c'est pas le cas. Et
peut frapper très vite ici dans l'arc de succession. Alors qu'en plus, en fait, on a complètement oublié Bion Netero pour se concentrer sur le quatrième prince, qui lui semblait être une plus grosse menace en fait que n'importe qui d'autre, quoi, tu vois, parce que la façon dont il bougeait, la façon dont il agissait, tu sentais qu'en fait que lui, c'était lui en fait le mec à surveiller, c'était lui en fait le mec dangereux dans cette histoire d'arc de succession. En fait, c'est peut-être pas le cas, on a fait une grosse erreur. Peut-être que finalement, en fait, Bion Netero, c'est lui le véritable danger dans tout ça. Et les choses qu'on découvrira plus tard dans ce chapitre-là vont nous donner raison. En fait, donc, Longhi est l'une des nombreux enfants biologiques de Bion Netero, enfants qu'il a eu avec des soldats haut placés de Kakin. En fait, le gars, en fait, il est tellement méticuleux qu'il choisit avec qui faire des enfants, en fait. Là, il savait ce qu'il voulait faire, il savait ce qu'il aimait, donc il a décidé, en fait, d'avoir des enfants avec des soldats vraiment puissants déjà. Ce qui fait que déjà que les enfants sont nés, ils avaient déjà le net. Tu te rends compte de la dinguerie, les enfants sont nés, ils avaient déjà le net, ils pouvaient déjà pratiquer justement le ten et le zetsu, je pense. Quand ont commencé à grandir, il a pu créer une armée. Une certaine armée si tu veux, parce que dès qu'ils ont grandi, ils sont allés à l'école de militaire royale, et ceux qui réussissaient en fait, ils étaient en même temps placés comme garde des princes et tout. Donc tu vois, il avait déjà mis en place un système vraiment incroyable et bien pensé. Mais pourquoi est-ce qu'il avait mis en place un tel système? Pourquoi en fait il s'est donné en fait tant de mal pour pouvoir faire autant d'enfants, autant de super soldats en fait? Et c'est là que on découvre un truc quand même qui semble un tout petit peu plus glauque que ça. En effet, les gosses, enfin la plupart des gamins en fait, sont victimes d'une malédiction. Et on l'a vu quand elle nous a montré sa langue là en fait, il y a une malédiction là. Une malédiction que Bion Netero lui-même a posée en fait sur les enfants là. Et cette malédiction là en fait est supposée, je pense, s'activer à la mort des enfants, en fait des soldats si tu veux. Mais qu'est-ce que cette malédiction fait là? La style de cette malédiction là, ça on ne le sait pas. Mais il y a plusieurs spéculations qui sont faites sur la personne qui est la cible de cette malédiction là. Et idéalement ça devrait être un prince. Maintenant, pourquoi un prince ou des princes peut-être, on ne sait pas, hein, mais pourquoi ce serait des princes? Là ça devient encore beaucoup plus intéressant. Pourquoi un des princes? Parce que, en fait, dans ce chapitre-là, on apprend dinguerie sur dinguerie. Alors, je peux comprendre, en fait, le fait qu'il y ait genre beaucoup de texte dans les pages, parce que dans ce chapitre-là, on apprend à chaque page, on apprend une dinguerie sur une autre dinguerie. Et là, la prochaine dinguerie, c'est que l'un des princes est l'enfant de Bion Netero. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un des princes, en fait, est... c'est fou. Est un enfant qui n'est pas l'enfant du roi. Et là, je me dis, mais attends, mais ça veut dire quoi? En plus, ça a été mentionné dans le chapitre. Le critère pour pouvoir participer à l'épreuve de succession, c'est d'être l'enfant d'une épouse du roi. Attends, ça veut dire que le mec là, le roi, en fait, il était tellement imbu de lui, il était tellement confiant que cette règle-là, en fait, il n'a pas pensé qu'il pouvait avoir un enfant qui n'était pas le sien. Et là, c'est un truc comme ça qui vient d'arriver. Et donc là, maintenant, ça pousse l'intrigue loin. Parce que là, ça veut dire que Bion Netero a peut-être pour ambition, si tu veux, d'éliminer les autres princes pour pouvoir placer son prince à lui à la tête de l'Empire. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il va se débarrasser du roi aussi, probablement. Sauf que Longhi ne l'entend pas de cette oreille. Alors je ne sais pas si c'est par pure vendetta envers son père qu'il a traité comme un simple pion, mais Longhi en fait est fixé comme objectif, elle justement, de pouvoir buter ce prince-là qui est l'enfant de Bion Netero. Elle se dit, waouh, ok, mais du coup, Kurapika, il a quoi à faire dans tout ça? Quand on y repense bien, les deux parties ne doivent pas se frapper. Et techniquement, j'ai l'impression en fait que les deux parties doivent se protéger les uns et les autres. Parce que le contrat se renouvelle à chaque fois. Et si jamais, je pense, hein, de ce que j'ai compris, si jamais il y a un manquement au contrat, ben, il y a justement le fait qu'il ne peut pas utiliser le naine. Mais est-ce que ça veut dire que si un des princes meurt, le contrat est rompu? Parce que d'accord, les princes ne doivent pas s'entretuer, ne doivent pas se faire du mal entre eux. Mais qu'est-ce qui arrive si un des princes meurt? Est-ce que le contrat est rompu? Ou est-ce que du coup, le côté en fait dont le prince est mort paie une pénalité? Ou vice versa, quoi, tu vois? Là, c'est intéressant parce que là, du coup, en fait, j'essaie de voir c'est quoi l'intérêt qu'a Kurapika à passer ce contrat-là, à part juste la protection, la garantie que le prince Tupeba ou Tepuba, je ne sais plus trop, ils sont partis, ne va pas attaquer le prince Roubaix qui essaie de protéger. En gros, en fait, ce contrat, en fait, ça lui fait juste avoir un ennemi en moins. Mais en quoi, en fait, ça l'aide? Et surtout, en quoi ça aide Longhi dans son ambition de pouvoir justement trouver c'est qui le prince en question, c'est qui l'héritier, en fait, c'est qui le prince à abattre, c'est qui l'enfant de Bion Netero. Je suis en train de parler comme ça, mais imaginez un instant, plot twist.
que l'enfant en question soit justement le prince Wobble que chose-là est en train de protéger, qui sont supposés protéger dans le contrat. Qu'arrive-t-il du contrat du coup? Parce qu'elle ne connaît pas l'identité du prince. Elle ne connaît pas l'identité du prince. Donc du coup, imagine plot twist. Si jamais maintenant, le prince en question, c'est le prince Wobble. Oh, de dingue. Puis à la fin même du chapitre, on nous montre Björn Hétéro qui est avec un des Zodiacs là justement et qui demande à parler à quelqu'un. À qui il pourrait parler? Imaginez, il essaie de parler en fait à la chose là, à la mère du petit Wobble par exemple. Mettons. Oui, imagine l'appel Longhi par exemple. En mode, je sais ce que tu as en tête, ne fais pas ça. Comme toi, sinon tu vas mourir, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent se passer et je trouve ça quand même superbe qu'en un chapitre, 2 ans après son dernier chapitre, en un retour comme ça, non seulement il relance l'histoire, mais il donne une nouvelle perspective à l'histoire en nous faisant penser, mais attends, on pensait depuis là qu'en fait c'était le 4e prince qui était genre le shogun de l'histoire, mais si ça se trouve, c'est Björn Hétéro qui est la menace en fait. Et ça c'est très 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 intéressant. Franchement, c'est super. C'est du Togashi, c'est du génie. Bon, voilà, ça c'est ma revue, mes petites pensées par rapport à ce chapitre de Hunter x Hunter là qui était quand même très long à lire, en même temps très très intéressant. Ouais, je ne suis pas un expert dans Hunter x Hunter, non, je suis juste un passionné comme vous là qui aimait le manga depuis sa sortie en animé, qui a lu la version 99, qui a vu la version 2011. Et bon, j'ai eu du mal à lire les chapitres et tout, mais bon, voilà, grâce à la vidéo, j'ai pu me rattraper. Maintenant, bah, j'ai rattrapé le train avec le chapitre là, quoi, tu vois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très, très pour une nouvelle vidéo. C'est la prochaine. Toujours de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.